Les pistonnés, le rendez-vous du mercredi et on va parler histoire les amis avec le professeur Jean-Louis Moncey, la Formule 1, ma famille. Eh bien on va parler de votre famille Jean-Louis, bonjour, comment allez-vous? Et vous-même? Très bien, très bien. Honoré d'être avec vous. Eh ben merci. Non, pas là. C'est l'inverse Jean-Louis, c'est l'inverse. On sait que vous êtes modeste, vous en parlez beaucoup dans le bouquin et on va y revenir bien évidemment. Hamza Ramani, Brice Germain aussi également avec nous. Comment ça va les gars? Honoré d'être avec vous. On se croirait chez Michel Drucker. Merci les amis en tout cas d'être de retour. Je vous rappelle d'aller voir le débrief de la course si jamais vous ne l'avez pas fait, avec l'éclairage bien sûr de Brice, de Hamza et de Jean-Louis avec nous. Le sommaire de cette émission, très rapidement, on va évoquer un petit débat très rapide, ce sera sur le nouveau calendrier à 24 Grands Prix avec 2 fois plus de courses sprint. Vous connaissez l'avis des pistonnés, on a surtout envie d'avoir l'avis de Jean-Louis Moncey sur cette évolution et puis surtout on foncera sur ce bouquin pour évoquer les grands personnages qui ont fait l'histoire de la F1 mais qui ont fait aussi l'histoire de votre vie. Jean-Louis, on le verra avec des anecdotes absolument succulentes. On lance tout de suite le débat, les amis, on ne perd pas de temps pour cette nouvelle émission. Impossible de ne pas parler actualité un petit peu dans cette émission, Jean-Louis. 2023, année record, le calendrier qui a été officialisé la semaine dernière. On en sait désormais un petit peu plus. 24 Grands Prix dans la saison, dont 5 qui seront disputés de nuit. 2 fois plus de courses sprint, il y en aura 6 au total en 2023. On a noté le retour normalement de la Chine si les conditions d'accès, bien sûr, vis-à-vis du Covid ne sont pas compliquées. Disparition de la France, malheureusement, on l'avait appris ces dernières semaines. Las Vegas et Qatar qui sont un peu les petits nouveaux, je dis petits nouveaux entre guillemets parce que Las Vegas et Qatar ont déjà eu un Grand Prix au championnat du monde de Formule 1. Et puis cette question qu'on a envie de vous poser parce que c'est notre avis, les pistonnés pensent que s'il y a trop de Grands Prix, ça veut dire moins de rareté, ça veut dire peut-être un sentiment de lassitude, une perte en tout cas de valeur, de richesse de la Formule 1, un rythme aussi également intenable pour les écuries, pour les pilotes, plus d'erreurs aussi également commises et puis l'hypocrisie un petit peu des instances. On nous parle beaucoup de réduction des coûts, du respect de l'environnement et là pour le coup, on est un petit peu circonspect. Tout est dit, parfait. Je n'ai rien à ajouter, vous avez raison. Alors déjà, surexposition, attention, danger. Le NASCAR a payé cher la surexposition, il faut s'en rappeler. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez parlé des budgets cap et des Grands Prix et de l'empreinte carbone. Je ne vois pas trop où on va la trouver là-dedans. Aussi, l'usure des mécaniciens. On a fait des tests. Je crois que c'est l'an dernier. Oui, la saison dernière. Essayer de changer les équipes. Voilà, les uns partent, les autres sont opérationnels, etc., avec des relais. Ça ne fonctionne pas du côté des pilotes. Les pilotes, ils ont l'habitude d'avoir leur équipe. Donc il va falloir partir quand même 24 fois. Là, ça c'est trop. Je pense que c'est pas très bien articulé non plus. Tout ça me fait un peu peur. Et ça, je suis obligé de le dire d'une façon vulgaire, ça c'est l'Amérique. Ils ont acheté ça 7 milliards de dollars. Il faut que ça crache. Ça me fait plaisir. J'en mets un, il faut que ça crache 2. Et ça, malheureusement, on est sous l'emprise. Et tant qu'on n'aura pas les équipes capables de manifester, elles veulent faire beaucoup de Grands Prix, les équipes, parce qu'à chaque fois, bling, ça tombe. Et la FIA, une FIA forte, capable de dire non, attendez, vous exagérez, on va au shunt. Parce que il faut avoir. La Formule 1, ça repose sur quelque chose de tripartite. La FIA, la FOM, Formula One Management, les équipes. Il faut absolument que tout ça, ça négocie. Or là, j'ai l'impression que la FIA se laisse embarquer dans des trucs pas possibles. Je pense que du temps de Jean Todt, on n'aurait peut-être pas eu de résultat si voyant, 24 Grands Prix. On arrive à 25, ça fait un Grand Prix sur deux, un Grand Prix tous les 15 jours. Sachant qu'on est de mars à novembre. C'est-à-dire qu'en plus, on réduit la plage. Moi, je trouve que ça, c'est un peu problématique. La FIA se laisse embarquer, Jean-Louis, mais les écuries, vous l'avez dit tout à l'heure, bling, elles acceptent aussi, donc... Oui, c'est vrai aussi. Sauf que les écuries, elles peuvent montrer leur pouvoir. Je vous rappelle que s'il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de Grand Prix. Elles l'ont montré, leur pouvoir, à Francorchamps, par rapport à Paul Ricard. C'est vrai. Ricard, personne n'a défendu Paul Ricard. Les écuries ne l'aiment pas beaucoup, ne l'aiment même pas du tout, c'est compliqué. Les pilotes, moyens aussi, ne l'aiment pas vraiment. Donc vous êtes en train de nous dire que si les écuries ne voulaient pas des saisons à 23 ou 24 ou 25 elles avaient qu'à le dire. GP, oui, bien sûr. elles l'auraient dit, on ne les aurait pas eues. Oui, bien sûr. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les écuries ne sont pas contre. Oui, non, mais parce qu'on leur a vendu les revenus. 25. On leur a vendu les revenus. On leur a vendu les revenus et on va voir aussi les 6 courses sprint qui sont aussi une source de dépenses supplémentaires. Moi les courses sprint, ça m'intéresse pas trop, maman. C'est mon âge. Peut-être que vous... Non, je vous rassure, ça nous intéresse vraiment pas. Il faut regarder Spa. Spa était sur la sellette. Et là, on a dit, les pilotes, et on dit non, nous on veut rouler à Spa, c'est un très beau circuit. Hop,
C'est venu. Monaco était sur la sellette, mais sur Monaco, c'est des problèmes financiers vraiment. C'était eux qui payaient le moins. Okay. 15 millions, non, un truc comme ça. Oui, quelque chose comme ça. Ouais. Ils avaient leur propre publicité, ce qui fait tirer le nez à la FOM, tous ces trucs-là. Donc ça a été vraiment discuté. Et comme l'a dit d'ailleurs le prince Albert II, je voyais pas quand même, au bout de presque 100 années de Monaco, qu'on n'ait pas un Monaco en Grand Prix. Bref, tout ça a quand même aidé. Et puis les écuries ont dit non, glamour pour nous, toutes les opérations qu'on peut faire, on les fait à Monaco, c'est top. Voilà. Donc ça a défendu. Mais il y a des circuits qui vont tout doucement disparaître. Alors, on nous vend le fait que ça va tourner et que ça reviendra et tout, mais ça, je suis un peu inquiet là-dessus. C'est un serpent de mer, quoi. Et ce qui est agaçant, en fait, c'est qu'on te parle d'écologie, on te parle d'empreinte carbone, le zéro empreinte en 2030. Ouais. Là, on a sur Twitter, parce que les twittos sont fous et s'occupent de absolument tout. Dès qu'il faut dézinguer, ils y vont et ils ramènent les preuves. En termes de déplacement, la saison prochaine, on sera à 133 000 km parcourus entre les circuits. Ça veut dire qu'on prend les 24 coordonnées GPS des circuits sans compter les retours à la maison. Les retours à la maison. Si on compte les retours à la maison, je pense qu'on est à plus de 200 000 km pour les journalistes, pour les employés, les mécaniciens. On ne va même pas parler des pilotes, parce que les pilotes, ils ont une vie, on ne va pas les plaindre quand même. Non. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on parle d'empreinte carbone, etc., etc. Si on avait fait des regroupements géographiques, on aurait pu diviser par 3 le kilométrage en tombant à 50 000 km. Donc là aussi, il y a une certaine hypocrisie. On les voit. Voilà. Il y a une certaine hypocrisie quand on te dit on veut mettre des panneaux solaires, on veut qu'il y ait des feuillages pour habiller les paddocks, mais de l'autre côté, on va faire des 130 000 km quand tu peux en faire 50 000. Ou le zéro plastique sur le Grand Prix de France. Non, mais voilà, c'est ça. Non, mais ça faudrait quand même. Je mets juste un mot là-dessus. Il y a quand même un nombre de personnes incalculable qui a crevé de soif au Grand Prix de France parce qu'il faisait une chaleur à tomber, parce qu'on a imposé au Grand Prix de France de mettre des fontaines à eau pour pas avoir des bouteilles en plastique. Et on fait un Las Vegas-Qatar en 5 jours. Absolument. Barcelone, Montréal. Mais vraiment, non, mais on se fout de la gueule du monde. Quoi. Les GP consécutifs, on a Bakou-Miami en 5 jours. On a Austin, Mexique, Brésil qui vont s'enchaîner en 3 semaines. On a un déplacement Singapour, Japon, puis Qatar. Alors qu'on aurait pu faire Japon, Singapour, Qatar. Barcelone, Montréal, Spielberg. C'est l'optimisation du calendrier. Tu termines par Las Vegas puis Abu Dhabi. C'est l'optimisation du calendrier. C'est Melbourne, la Lune. Non mais dans l'idée, c'est un peu ça qui est catastrophique. Un dernier point. Vous savez que ça coûte énormément d'argent de faire un calendrier. Toutes les grandes disciplines sportives dépensent des millions d'euros auprès de boîtes chargées de faire les calendriers. On le ferait pour moins cher, je pense. Vous pouvez le faire, mais attention, il faut tenir compte de tout ce qui se passe et dans les pays et dans les grands événements sportifs et des choses comme ça. Le Canada, donc, c'est compliqué. C'est impossible d'aller au Canada au mois de mars ou au mois de novembre. Le Canada, c'est vrai qu'on parle de Barcelone, mais courir au Canada en mai ou en juin, c'est normal. De temps en temps, on y allait en septembre, il fallait acheter des pulls. Des pulls et des pulls. Mais pourquoi tu fais pas Canada, Mexique, États-Unis alors ? C'est ça. Tu t'en fais 3 là. Bien sûr. Mais quitte à revenir 2 fois, ok. Mais au moins, rien que dans le visuel, on n'ait pas l'impression qu'on se fout de nous, quoi. Parce que, un triple header sur 3 continents. Non mais. Quelle est la logique ? Et finalement, j'en reviens pas les pilotes, parce que les pilotes ils ont des conditions spéciales, mais la vie des équipes. La vie des équipes entre ceux qui doivent partir et qui vont partir finalement tout le temps, puisque les pilotes disent non, nous on veut notre équipe, je veux mon équipe à peu près. Donc ça va être compliqué. Oui, c'est ça. Famille, comment tu vas faire le nombre d'erreurs qu'on verra 200. Vous n'avez pas le sentiment, Jean-Louis, que depuis quelques années, depuis qu'on a passé au-dessus des 20 Grands Prix, on voit plus d'erreurs au stand, on voit plus d'erreurs dans les stands, en fait, de manière générale. Ça mérite une analyse chiffrée que je n'ai pas faite. Mais il faut regarder. Dans l'impression, en tout cas. Oui, l'impression, c'est moins bien. Mais non, j'en reviens par exemple au Grand Prix dont on a parlé la semaine dernière. Ferrari, l'arrêt de Charles Leclerc, on savait bien qu'il ne devait pas s'arrêter là. Oui. On avait fait des trucs. Il a loupé son arrêt, 5 secondes 2, parce qu'ils n'étaient pas prêts. Ça, c'est des erreurs qu'on ne devrait pas faire. Que Ferrari, en tout cas, ne devrait pas faire. Moi, j'ai une question sur les années antérieures à nous, notre F1. Jean-Louis, comment on vivait à l'époque l'expansion déjà de la Formule 1 dans d'autres continents, dans de nouveaux circuits, et puis, accessoirement, l'augmentation du nombre de GP. J'ai noté qu'en 71, il y avait 11 GP. En 77, il y en avait 17. Oui. Comment c'était vécu à l'époque ? Eh bien, quand j'ai commencé, moi, je pouvais faire toute la saison de F1 et les 2 tiers de la saison du championnat du monde des rallyes, je l'ai payé pour ça.
parce qu'on avait le temps, on pouvait calculer, tiens, je reviens du San Remo où Peugeot est champion du monde, où Peugeot peut être champion du monde, je vais aller au Nürburgring, ou etc., il se passe telle course. Maintenant, ça c'est fini. Impossible, ouais. C'est impossible. On ne peut plus faire ça, c'est terminé. Mais je suis d'accord avec tout ce que vous dites là-dessus. Moi, je trouve que surexposé, c'est nul. Et puis ça fausse l'histoire du sport aussi, parce qu'on n'arrête pas de dire Max Verstappen peut battre le record de nombre de Grands Prix gagnés cette saison. Oui. En fait, aucun sens. Non, mais il y a et plein vous dites bien sur Fangio, justement sur le bouquin, vous parlez de ratio et non pas de nombre de victoires. Non, parce que oui, le ratio, oui, bien sûr. En fait, aujourd'hui, les records que Fangio a tenus, même post-mortem, oui. parce qu'il y a 24 Grands Prix par saison, en fait, ces gens-là vont disparaître des livres d'histoire, entre guillemets, ou descendre dans les hiérarchies, parce qu'on donne des victoires, des pole positions, des titres de champion du monde. Alors, champion du monde, c'est une année, donc non, mais victoire et pole position, meilleur tour, ce genre de choses, podium, en fait, il y a 2 fois plus d'occasions d'en créer aujourd'hui qu'avant. Donc, on peut pas comparer les époques, on n'a jamais pu le faire par rapport à la technique de la machine, mais statistiquement, c'est la seule chose qui nous restait, entre guillemets, pour essayer de voir un petit peu où se situe Sébastien Vettel par rapport à un Alain Prost ou un Fangio. Aujourd'hui, tu as un Max Verstappen qui va certes dominer la saison, qui va faire 10, 11, 12 victoires, mais qui n'aura pas le même impact qu'un Michael Schumacher, quand en 2004, il en prend 13, 12, je sais plus. Je crois 13. C'est pas la même chose, c'est différent. Donc là, on est en train quand même de fausser un petit peu statistiquement l'histoire du sport aussi. Et puis, ce qui est intéressant, alors moi j'entends le fait que tu veuilles développer la F1, aller dans de nouveaux pays. Là, il y a Paul Kagame, le président du Rwanda, qui a rencontré Stefano Domenicali dimanche à Singapour. J'imagine que c'est soit pour accueillir un GP, soit pour une histoire de sponsoring, comme il le fait avec Arsenal et le PSG, le fameux Visit Rwanda. Mais si demain tu vas aller au Rwanda, ou si demain on va en Afrique du Sud pour un GP, on ne peut pas dire non au fait de développer effectivement la F1 dans de nouvelles zones géographiques à partir du moment où on a décrété qu'on va partout, à partir du moment où tu payes. Maintenant, tu te retrouves quand même dans une situation, j'allais y venir, mon cher Jean-Louis, c'est que comment la F1... Aujourd'hui, on a eu ce débat en début de saison avec Mazepin, puis la suppression du GP de Russie. Moi, je me souviens d'une époque où la F1 allait en Afrique du Sud, à l'époque de l'apartheid, jusqu'à la fin des années 80, quand à l'époque, pour prendre un sport que je connais un petit peu, le football, la CAF, la Confédération africaine de foot, qui régit le football africain, avait exclu l'Afrique du Sud des Coupes d'Afrique dès la fin des années 50 ou le début des années 60. Le rugby aussi, en F1, jusqu'à la fin des années 80, on est allé en Afrique du Sud. Comment ça se passe ? Eh bien, déjà, l'Afrique du Sud, on prenait South African Airways, c'était des Boeing, des 747 SP pour faire d'une traite, on ne pouvait pas se poser en Afrique, et on s'est posé une fois en Afrique, on a été accueillis par des hommes en armes, on n'a pas pu descendre de l'avion, il y avait une panne. Oui, on est resté 6 heures et on est reparti, personne n'est descendu de l'avion et on est reparti. Mais c'était comme ça. Mais là, maintenant, tout ça, il y a les réseaux sociaux. Vous vivez dans une époque moderne, vous. Non, c'est vrai. Tout ça. Maintenant, ce qui se passait avant, c'est fini. Personne n'en parle plus. Alors, je reviens sur le nombre des Grands Prix. Le nombre des Grands Prix, qu'est-ce que vous voulez faire ? Ça, il faut dire que ça paye. Et puis, pour les circuits, le choix des circuits, vous savez comme moi que entre Monaco qui donne 15 millions d'euros et puis l'Arabie Saoudite qui en a donné 89 ou 90, c'est rien, ou un truc comme ça, il y a pas. Je répète ce que je dis sur les Américains. Comme ça, il faut que ça crache. Et donc, on va aller dans des Grands Prix comme ça. Ouais, mais n'oublions jamais que c'est une société commerciale, la Formule 1. Oui, mais il y a la différence de tous les grands organismes UEFA, par exemple. Il y a un moment donné, les Américains, c'est le show, c'est le spectacle, c'est l'argent, ok, très bien. Le spectacle, il a quand même été entaché d'un missile qui est tombé sur un central Aramco à Jeddah. Donc à un moment donné, si c'est ça leur vision du spectacle, il y a une limite. Et que l'argent... C'est peut-être le 2 poids 2 mesures dont tu parlais justement. On exclut la Russie, Bakou reste au calendrier et l'Arabie Saoudite, il y a un missile à 20 km. On prend la Russie en 2014 qui met, je sais pas combien sur la table pour arriver avec Vladimir Poutine présent sur le podium quand même en 2014. C'est pas ça pour. C'est pas anodin. On est bien d'accord. 2014, c'est l'année également des JO de Sochi, et c'est également un an après un premier conflit avec l'Ukraine. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Bernie Ecclestone maintient un Grand Prix où il y a une situation belliqueuse de la part d'un des organisateurs qui est directement lié à l'État, puisque le président va être sur le podium. Donc c'est même pas... on ne lit pas le sport et la politique. Là, le président, il est sur le podium. Ça, j'ai envie de te dire, c'est récent, mais ça reste une autre époque. À l'époque, Bernie, c'est vrai qu'aujourd'hui, la question se pose pour Bakou. Ce qui se passe aujourd'hui entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, est-ce que l'année prochaine, on va à Bakou ? Tout à fait. J'ai bien envie de voir la réponse de la F1. Tu parlais de spectacle, 6 courses sprint, 5 GP de nuit. Ça, c'est leur vision du spectacle, c'est pas la mienne. En l'occurrence, moi, j'ai pas de pouvoir, donc malheureusement, je suis. Peut-être un jour, les amis. Allez, on avance. Parlons de ce bouquin. Tout de suite, l'entretien, bien sûr, avec Jean-Louis Moncey. 40 ans de Formule 1, des anecdotes et surtout des personnages qui ont marqué l'histoire.
La Formule 1, ma famille, Jean-Louis Moncey donc, et son nouveau livre paru aux éditions City. On va en parler tout de suite, Jean-Louis, de ce bouquin. Alors, qui est très agréable à lire, il faut le dire, ça se lit vraiment d'une traite. L'idée, c'est que ça commence sur votre carrière. Vous évoquez très rapidement votre carrière, on est vraiment loin de l'autobiographie. Il y a quand même de sacrées belles anecdotes. Pour tous les passionnés de Formule 1 aussi, et c'est intéressant pour nous, journalistes, il y a toute une partie où vous expliquez les conditions de travail sur des petites interludes comme ça sur cette première partie. Il y a une deuxième partie aussi également qui évoque, on va dire, les pilotes qui vous ont marqué, voilà, qui ont marqué votre vie, les pilotes aussi également qui nous ont disparu, le cercle des pilotes disparus, je crois que c'est une partie de votre livre qui est très intéressante et je conseille à tous nos amis, je ne spoil rien, mais il y a un magnifique texte qui vient refermer ce livre et qui s'appelle modestement En guise de revoir et non pas d'adieu. Voilà, je ne le lis pas parce qu'il est magnifique et assez touchant. C'est à la fin bien sûr de ce bouquin. On a décidé de garder 10 personnages qui ont marqué la vie de Jean-Louis Moncey et surtout dont vous parlez dans ce bouquin. Et on est obligé de commencer avec Juan Manuel Fangio parce qu'on apprend dans ce livre, je ne savais pas que c'était votre idole de jeunesse et que vous allez le rencontrer en définitive lors de la première course de Alain Prost. On en parlera d'Alain Prost tout à l'heure parce qu'il a marqué aussi également votre carrière. Lorsque vous accompagnez Alain Prost sur sa première course en F1, il est directeur de course en Argentine et il demande au pilote d'y aller mollo, ce qui fait rire toute l'assemblée parce que Juan Manuel Fangio qui dit à tout le monde d'y aller mollo, ça fait bizarre. Mais il a bien fait finalement, personne n'a été mollo. Hein, oui. Donc à un moment donné, on s'est retrouvé avec des rails de pierre et d'asphalte sur le circuit, et là ça s'est transformé en course d'endurance. Et c'est là où Alain Prost, qui a toujours fait attention à ses machines, a marqué son premier point. C'était important. J'avais fait quelques grands prix avant, mais là ma carrière démarrait. 40 ans, c'était ça, à Argentine. Après, je les ai tous faits. Sauf exception, rares exceptions. Et donc, Fangio nous avait surpris par ça. Mais c'était très difficile aussi de lui en vouloir. Il était directeur de course, puis c'était Fangio. Franchement, on ne pouvait pas dire du mal de lui comme ça, surtout en Argentine. C'est le plus grand pour vous, toujours? Vous qui avez côtoyé les plus grands, après? C'est quand même assez... Vous vous souvenez des voitures, bien sûr, à l'époque. Hein. Il faut quand même... Oui, ça par exemple. Voilà. Il faut quand même penser que c'était pas facile pour eux, que les Grands Prix faisaient 500 km, par exemple, la Nordschleife. Hein, là, vous le voyez sur cette machine magnifique, c'est sa dernière année, ça. C'est absolument extraordinaire. Non, franchement, quelle force. Le Grand Prix 57, où les deux, Lascar, que j'aimais beaucoup, Hawthorne et Collins, pensent qu'ils vont l'un ou l'autre gagner la course, et que le vieux s'est arrêté derrière, puis on le voit, il revient bien, puis il passe dans le dernier tour. Formidable. C'est d'ailleurs Fangio qui vous poussera à aller acheter enfant Sport Auto, où vous écrirez plus tard, bien sûr, et deviendrez journaliste. Deuxième personnalité, alors il n'y a pas de chapitre qui lui est dédié, mais c'est quelqu'un dont vous parlez énormément, et c'est l'un des fils rouges, je le disais, de ce bouquin, Enzo Ferrari. Enzo Ferrari, c'est l'histoire, pour moi. Donc, en 2 secondes, mon père était pour Porsche, moi pour Ferrari. Bon, parce que là, mon père technicien, les Porsche, tout ça, c'était vraiment bien fait. Mais Ferrari, il y avait tellement d'histoires autour de lui. Porsche, il n'y a pas d'histoire. Enfin, si, il y a des histoires, mais c'était pas les histoires de Ferrari. Le choix des pilotes, les jolies femmes, les voitures rouges, tout ça. Et ils sont là depuis le 2e Grand Prix de l'histoire. Si vous voulez faire une référence historique, messieurs, même encore maintenant, vous êtes obligés de passer par les voitures rouges, parce que un tel a fait ça, un tel a fait ça. Et puis Enzo Ferrari, c'était vraiment avec des réflexions vraiment formidables. Et moi, je l'ai adoré tout de suite, parce que même après, de ses conférences de presse, la façon dont il faisait ses conférences de presse, c'était Louis XIV. Et donc il engueulait tout le monde, et après, chacun passait devant lui, il disait ta fille va bien, ton fils est toujours, il faisait des études de médecine, où il en est, etc. Il connaissait tout le monde. Ça, franchement, des personnages comme ça nous manque. Vous voyez Christian Horner faire un truc comme ça? Bon, ou même Ron Dennis, que j'ai admiré beaucoup et que j'aimais beaucoup. Non, lui, il avait la carrure. Et ça manque dans cet univers un peu de technocrate, on va dire, dans le côté moderne de la Formule 1. Oui, de prendre des décisions, souvent à contre-courant, de ne pas faciliter la vie de ses pilotes, parce qu'effectivement, on lui reprochait de les monter les uns contre les autres. Mais ça, c'est l'émulation. On va voir ce que vont donner Ocon et Gasly. On n'en a pas parlé, mais
c'est là, hein, c'est fait, c'est fait. Oui. Et donc, il savait faire tout ça. Lui qui ne jurait que par le V12 atmosphérique en position centrale avant. Ah oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il dirait des V6 hybrides en position centrale arrière, Jean-Louis ? Oui, ça m'inquiète un peu. Alors, de temps en temps, je me dis, il doit taper au. Comme quoi, on est fait pour durer un temps sur cette terre et pas le temps d'après. Mais très franchement, les enfants, un jour, je vous recommande, il faut absolument que vous penchiez sur un V12 Ferrari. C'est un truc. Voilà. Ouais. Comment on peut faire des moteurs pareils ? À plat en plus, non ? Oui, bien sûr, il y a eu à plat, il y a eu en V, etc. C'est de l'art. Le prochain personnage, Alain Prost. Alors, il préface ce bouquin, Alain Prost, et moi, j'avoue, c'est une chose que je ne savais pas. C'est qu'Alain Prost et vous êtes suivis, en fait. Puisque lorsqu'il arrive en Formule 1, vous arrivez en Formule 1. Lorsqu'il arrive, on va dire, à une certaine étape même du sport automobile, c'est là où vous commencez à couvrir les rallyes. Et en fait, vous allez vous suivre. Vous êtes toujours à TF1 lorsqu'il monte son écurie, et puis vous vous retrouvez à Canal+, en fait. Oui, non, puis on s'est retrouvé à TF1 aussi. Hein, oui, c'est vrai, oui, je suis bête. Saint-Marin, non, bien sûr. parler. Donc, non, ça s'est fait comme ça. Et puis, pour nous, Français, et puis pour tout le reste des pilotes, tiens, là, la photo qui est drôle, il y a tout le cercle français, là. Exactement. Et d'ailleurs, le bonhomme là-bas avec les lunettes, c'était l'Humanité. Là, je me rappelle plus qui couvrait les Grands Prix. 1. Bien sûr, pour dire ce que c'était, Prost. Incroyable. C'était Prost qui traînait tout le monde. Et Lafitte aussi, voilà. Ouais. Non, donc Alain, on s'est suivi, etc. Et puis Alain, ça dépend des pilotes. Alain, c'était un solitaire sur les courses. Pas de famille, et donc le soir, de temps en temps, il avait quand même envie d'aller avec ses copains, ou dîner, ou jouer aux cartes. La belote, comme ça vous en parlez beaucoup, la belote. C'est la belote Bridget, bien sûr, voilà. Ça le fait rire. C'était le plus fin. Vous dites que Jacques Lafitte était sans doute le plus généreux, et vous dites Alain Prost était le plus pingre. Oui, c'est vrai. Alain, non, Alain, il a dit, tu es en note de frais ou tu es pas en note de frais? Alors, oui, je suis en note de frais. Bon, alors, hop, tu payes ta table. Mais tandis que Jaco, c'est le seigneur. J'imagine les rosés à Valence demander une note de frais pour une note de frais. Oui, c'est plus possible, ça. Non, mais là, c'est la marque. Non, mais ça, je voulais vous dire, ça, c'est plus possible maintenant aussi. Les attachés de presse, déjà, commencent à devenir envahissants. Avec le Covid, ils sont devenus complètement présents. C'est fini. C'est fini. On peut plus. Je voulais le dire tout à l'heure. Nous, à cette époque-là de la Formule 1, on vivait en tas. Oui, en tas. Bien sûr. Entassés dans les hôtels, dans les avions. Oui, tout le monde. Dans les hôtels, dans les avions, les étrangers, les Français, tous ensemble. Tous ensemble. C'était comme ça que ça se faisait. Giacomelli était un compagnon de route formidable. Trulli, vous en avez parlé, sympa comme tout. Trulli, ça me semblait bon. Voilà, c'était sympa. Maintenant, c'est plus possible. Non, mais c'est incroyable. Vous racontez que, par exemple, Senna et Prost, vous dînez avec Prost, et Senna, à un moment donné, déboule en disant, je crois qu'ils sont en train de changer quelque chose sur ta voiture. Oui. Voilà, exactement. Et vous êtes au milieu de cette scène-là. Vous l'avez vécu de l'intérieur, ce duel. Oui, parce que alors, Alain était tout seul. En Allemagne, il s'emmerdait un peu la vie. Donc, on va dîner, ton hôtel. Bon, d'accord, ok, on se retrouve là-bas. Et Senna, on rentre. Tu devrais téléphoner. Ils sont en train de changer ton châssis. Même le kart n'est plus comme ça aujourd'hui. Hein. Non. C'était très sympa de la part de Senna, qui voulait lui dire, tiens, regarde quand même. Et Alain s'est souvenu qu'il était monté sur un vibreur un peu chaud, effectivement. Senna, on n'en parlera pas parce que vous en avez parlé et de façon magnifique la fois précédente où vous étiez venu nous voir. Je voulais vous interroger sur Bernie Ecclestone parce que mine de rien, vous n'y allez pas que le dos de la cuillère sur Bernie Ecclestone. Petite anecdote, une fois je vous appelle, je vous propose de faire une émission sur du pari sportif et vous m'avez dit ce truc qui m'a fait mourir de rire, j'y pense des fois encore. Vous me dites, moi, écoutez, je n'ai parié qu'avec une seule personne dans ma vie, c'était avec Bernie Ecclestone derrière le garage. On faisait nos petits paris comme ça sous le manteau, etc. Oui. Bernie Ecclestone que vous allumez un petit peu dans ce bouquin. Oui, c'est vrai, parce que sa position sur l'Ukraine, tout ça, etc., il n'avait pas besoin de le faire. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Mais il avait toujours des positions politiques assez... un petit peu tranchées, assez tranchées. Mais l'histoire des paris, la plus belle, c'est celle de Nelson Piquet, vous le savez. Et Bernie, Todd, Briatore, eux, c'était en $10 000 ou $15 000 à chaque Grand Prix. Hein. Alors nous, quand on est journaliste, on ne joue pas dans la même cour. Vous n'avez pas des notes de frais TF1 Non. Tandis que Piquet, lui, il est arrivé, je raconte la scène, il est arrivé, qu'est-ce que vous faites là? Genre, qu'est-ce que vous magouillez là, tous les quatre, là, 5? Il dit, on joue. Jacques Deschenaux, télévision suisse, prenez les mises, et on jouait 10 francs, ou $10, un truc comme ça, etc. Pareil sur moi, je vais gagner. Et voilà, je pouvais pas lui résister à Nelson, il m'aurait mis minable. Donc, espèce de crétin, pourquoi t'as pas joué sur moi? Donc, et il gagne. J'étais le seul à l'avoir joué. Et Johnny Reeve m'avait dit, mais qu'est-ce que t'es influençable? J'ai dit, attends, comment tu veux lui résister à lui, là? Et voilà, ça, c'est l'anecdote des paris. Oui. Moi, j'ai une question sur un autre personnage de l'époque dont on parle pas du tout. Jean-Marie Balestre.
C'était quoi Balestre à l'époque? Il a été opposé à Bernie Ecclestone. Balestre, oui, Balestre, mais il m'a convoqué devant un tribunal, je le raconte, du gros persan, parce qu'il avait fondé l'autojournal et tout, et que je l'avais allumé dans l'autojournal pour son comportement. Il n'arrêtait pas d'emmerder Sénat, pardon des gros mots. Non, mais c'est vrai. Il n'arrêtait pas. Et donc, j'ai emporté le morceau en lui disant, mais Jean-Marie, président, je crois, ce n'est pas vous les vedettes. Les vedettes, c'est les pilotes. C'est avec eux qu'on vend du papier, pas, sous-entendu, pas avec vous. Et là, hop, j'avais emporté Ouais, il s'était un peu mis en avant. Ouais. la certification du gros persan. Il vendait du papier. Prochain personnage, Niki Lauda. Alors, il y a un truc extraordinaire qu'on comprend bien dans le bouquin. Niki Lauda, qu'on appelait l'ordinateur lorsqu'il était pilote. Et vous insistez, bon, sur l'aspect pilote, bien évidemment, avec cette histoire extraordinaire et qui a été d'ailleurs mise en scène au cinéma. Mais vous insistez aussi sur le côté un peu manager et le côté proche des pilotes, comme il a pu l'être par la suite, notamment chez McLaren, chez Ferrari et chez Mercedes. Et vous avez cette anecdote folle où il y a un petit pot comme ça pour le départ en retraite de Mika Häkkinen et les gens se posent la question, est-ce qu'on reverra Mika Häkkinen un jour? Lauda répond, maintenant tout dépend de sa femme, et Jean-Louis rajoute, par parenthèse, Häkkinen a depuis divorcé. Oui, c'est incroyable comment ce type-là, on a pu l'appeler l'ordinateur, dire qu'il était cartésien, pragmatique, et comment en fait, quelque part, on a l'impression dans le bouquin qu'il connaissait mieux les humains que les humains eux-mêmes, quelque part. Très récemment, pour Canal+, avec l'agence de photos des PPI, je suis allé faire un sujet et on parlait comment dirais-je, de Lauda. Et Lauda, il n'y avait pas de radio à l'époque. Hein. Donc, il arrivait sur sa lancée dans le stand et il désignait les ingénieurs à qui il voulait parler. Hop, donc ces gars-là, ils venaient autour de la voiture qui était arrêtée. Comme ça. Et donc, je regarde les photos de son retour à Monza. La première journée d'essai sous la pluie, il y a une photo où il est là. il montre celui qui... Voilà, il venait de revenir. Hein. Ça a été un moment formidable. Comment un personnage si particulier s'entendait avec Enzo Ferrari? Ils ne s'entendaient pas du tout. Voilà. Ils se sont engueulés comme du poisson pourri, quasiment de bout en bout. Mais ils se respectaient. Mais, bah oui, franchement, Ferrari, la Scuderia doit beaucoup à Lauda, hein, d'une façon. Et puis de l'autre côté, il y avait notre ami formidable, meilleur ami de Jacques Lafitte, Claire Regazzoni. Oui. Ah. Danseur, viveur, joueur de tennis, et accessoirement pilote. Vedette des magazines mondains, etc., et accessoirement pilote. Donc voilà, Lauda, lui, il est arrivé, c'est ça et ça. Mais alors c'est clair et net. Ça, c'est vraiment les chapitres où on se dit qu'on a raté l'âge d'or. Nous, notre génération, je vous le dis. Comment ça se fait qu'il y avait peut-être ce respect entre Enzo Ferrari et Niki Lauda, malgré une entente qui n'allait pas du tout, et qu'il n'y a pas eu la même chose du tout avec Prost? Mais non. Ça s'est pas fait, bah oui, c'était... Alors que c'était les mêmes à peu près. Oui, complètement. Mais attention, Prost, il a toujours été le premier à reconnaître que Lauda lui a beaucoup appris. D'ailleurs, Lauda nous a dit un jour, qu'est-ce qu'il a à me regarder toujours comme ça? C'est un peu gênant. Et Alain, il apprenait. C'est comme ça qu'Alain, il est devenu de ce qu'il était, c'est-à-dire... un gars qui était né à Saint-Chamond, quelqu'un qui dînait avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne, qui allait à la cour de Grande-Bretagne, etc. Il est devenu ce qu'il est maintenant. Et ça, pour moi, c'est une des très grandes qualités d'Alain, cette transformation. Voilà. Rappelons qu'Enzo Ferrari était décédé au moment où Alain Prost était chez Ferrari. Parlons d'un pilote. Vous aimez les hommes d'honneur. Et il y en a un que vous n'avez pas mis, je pense, exprès dans le cercle des pilotes disparus. Vous lui avez consacré toute une partie très rapidement dans le bouquin. Ronnie Peterson. Ronnie Peterson, vous dites que quelque part, il avait peut-être trop de valeur ou il était un peu trop gentil, et quelque part qu'il restera un peu comme pour vous, l'un des pilotes les plus sous-cotés de l'histoire de la Formule 1. Oui, c'est-à-dire l'un des champions sans couronne. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a Moss dans l'histoire, il y a Jackie Hicks, il y a lui, Peterson. Il y a une remarque très intéressante hier sur le Grand Prix, vous n'avez pas relevé, messieurs. C'est quelqu'un, à un moment donné, je pense que c'est Romain, qui dit il passe dans les traces d'eau pour refroidir ses pneus, enfin, je veux dire, les conserver un peu plus longtemps. Peterson, il fait ça sur l'Österreichring, le circuit où c'était à 250 de moyenne. Hein. Il fait ça, il pleut, et puis ça sèche, et il passe dans un verre d'eau et tout. Formidable. Voilà, lui, il n'avait pas besoin qu'on lui dise ou que l'équipe lui dise tiens, tu devrais passer un peu dans les flaques d'eau pour refroidir. Car c'était ça hier ce qui est passé. C'est l'équipe qui a dit quelque chose. Voilà, non, Peterson. Et un numéro 2 qui aurait pu contester par exemple Andretti, comme on le voyait. Alors il était là tout le temps, plus rapide. Mais à l'époque, vous signiez des contrats, il fallait les respecter. Est-ce qu'il y a un pilote dont on ne parle plus du tout aujourd'hui dans l'histoire de la Formule 1? Vous vous dites il est passé à côté d'une grande carrière? X, non?
Il a quand même une belle carrière. Sans couronne. Le Mans, et champion sans couronne, mais Moss. Ouais, Moss. Bien sûr. Vous étiez pas né, mais Stirling Moss, c'était même Enzo Ferrari voulait l'engager et il a dit non. Non, Stirling Moss, c'était la pointure par excellence. Par excellence. Le seul problème qu'a eu Stirling Moss, c'est de tomber sur Fangio au départ de sa carrière, enfin, je veux dire en Formule 1, et que le Maestro était toujours là. Mais sinon, c'était un des plus grands pilotes de tous les temps, Moss. À la fois en endurance et à la fois en Formule 1. Parlons d'un pilote que vous avez surnommé le Destrucci, le dingue, mèche courte. Bien sûr, Jean d'Avignon, Jean Alesi. Alors, Jean Alesi, c'est incroyable. Destrucci. C'est à peu près à la moitié du bouquin. Et alors là, c'est un moment où on sort complètement de l'univers Formule 1. Oui. On a l'impression d'un one-man show. C'est-à-dire que ce type-là vous a fait quand même des sacrés coups. Alors, il y a la fameuse élection de Chirac où il est avec lui. Oui, vous l'appelez, vous ne croyez pas qu'il est avec lui. Il se montre à la télé pour vous dire mais si, regarde, moi je suis là. Il n'y a que des histoires de fou et cette histoire de cloche. Vous pouvez nous raconter cette histoire de cloche? Voilà, il avait fait une grosse bêtise avec Philippe Gache à 10 ans. Ils avaient pris une voiture dans la carrosserie de Domaine et naturellement ils ont été 3 mètres plus loin dans le mur. Boum. Donc Franck Alesi rigolait pas avec cette histoire-là. Hein. Donc ça a dû souffler pour eux. Souffler vraiment. Et ce monsieur vient à mourir, mais Jean est devenu une vedette. Et sa fille vient le voir, voilà, etc. Qu'est-ce qu'il faisait, votre papa? Je me souviens pas. Il était fondeur de cloches. Des grandes, des petites, etc., etc. Et là, je vous ai apporté une, voilà, sa dernière œuvre, c'était une petite cloche. Et donc, ça, ces gens, ils disent, il y en a combien? 50. Je vous les achète toutes. Et après, hop, moi j'en ai une chez moi. Il a dit, oui, pour mes vrais amis, chacun est parti avec une cloche. Il y en avait 50, voilà. Non, ça c'est, non mais genre, c'était... Même Schumacher attendait ces histoires. Qu'est-ce que t'as encore fait? Oh, j'ai encore fait un truc à la Jean Alesi. Bon, t'as fait quoi? Voilà, c'était ça. Il vous a autant marqué que Jacques Lafitte? Vous l'avez plus connu, Jacques Lafitte? Non, oui, qu'il y a cette filiation. Non, mais Jacques, c'est l'inverse. Jacques, c'est l'inverse. Je le dis d'ailleurs. Jacques, c'est le wanderer, c'est-à-dire le vagabond chic, smart, jet set. Voilà. Ça, c'est lui. Bon, on fait ça. Tiens, viens. Alors, combien on a de vol? On a 12 heures pour aller à Singapour. Je vais acheter une bonne bouteille de Bordeaux, ça va nous aider. Voilà, puis acheter un bouton Rothschild ou un truc comme ça. Voilà. Non, Jean, c'est l'inverse. Ouais. Les voitures, faire n'importe quoi. Incapable de jouer au golf, naturellement. Moi, je t'avais dit, tu devrais jouer au golf. Même pas. Un personnage haut en couleur, et vous en dites le plus grand bien pour son côté politicien et parce que c'est quelqu'un de très charmant, Flavio Briatore. Eh oui, Flavio Briatore, comme tous les gangsters, c'est des mecs formidables. C'est des mecs formidables, vous sortez avec eux, vous régalez, etc. Après, il fait des trucs pas possibles, pendables, des tours pendables. Mais franchement, ça c'est le chic des grands gangsters. Hein, et Flavio, c'était ça. Vous pouvez pas lui en vouloir. C'était ça. Tellement il était drôle. Et d'ailleurs, je vous signale qu'il a été radié à vie de la Formule 1. Il est sorti par la porte, il est rentré par la fenêtre. Hein, il s'occupe des hospitalités, je crois. Ça lui va bien. Il prend un peu d'argent au milieu, enfin voilà, etc. Je lui ai posé cette question-là. Comment va la Naomi? Et je croyais qu'il allait me dire ça te regarde pas, imbécile. Non, alors elle va bien, machin, etc. C'était une interview pour TF1. TF1, ils étaient ravis. Voilà. Il y avait la Gazette à l'époque. Exactement. Et vous parliez de TF1, mais c'est vrai qu'il y a cette anecdote où c'était... non, pas Charles Villeneuve, excusez-moi, l'ancien patron Dacier, qui vous disait, mais vous vous intéressez que aux petites équipes, mais non. Intéressez-vous aux gros. En réalité, c'est parce que c'est mes copains de la F2, Giancarlo Minardi, Monsieur Ozella, etc., des petits sports proto et tout, que je revoyais en F1, j'étais content de les voir et tout, je leur demandais des nouvelles et tout, etc. Et Dacier m'a engueulé. Toi, t'es pas là pour ça. Ici, on est TF1, tu dois t'occuper des... Et alors, d'ailleurs, ça m'a donné le pli, il y a des pilotes, je suis incapable de dire ce qu'ils sont devenus. Moi, je m'occupais des 5 premiers de la grille de départ, les stars. Voilà, c'était ça. Enfin, le célèbre histoire, hein, qu'est-ce qui a marché ou qu'est-ce qui n'a pas marché. Voilà, donc, mais les stars. Et après, il y avait d'autres journalistes qui s'occupaient de l'ensemble de la grille, etc. Moi, je devais m'occuper d'eux. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Une star, justement, dont vous vous êtes occupé sera le dernier personnage dont on va parler, Michael Schumacher. Alors, il y a une anecdote truculente sur la Coupe du Monde 98 et comment on regarde un match de foot à côté de Michael Schumacher. Parlez-nous un petit peu de ce personnage, parce que c'est vrai que les jeunes qui nous regardent ont sans doute grandi avec l'hégémonie Lewis Hamilton, et on ose encore faire la comparaison, justement, avec l'hégémonie Schumacher et Ferrari. Schumacher, pour des gens de télévision comme nous, c'était un bijou, un bonbon.
Il disait non, c'était non. Il disait oui, jamais, vous m'entendez, jamais vous aviez un truc de travers. Toujours le vrai professionnel, jusqu'au bout des ongles. Réponse intelligente, un petit coucou à la caméra, des choses top pour les journalistes de télévision. Franchement, ça c'était formidable. Et justement, j'en ai profité pour mettre un coup à Jacques Villeneuve, que j'aime beaucoup, il le sait, puisqu'on se parle souvent, et à Montoya, qui était pour les interviewer. Ouais, Montoya, non, 2 heures après, aux essais à Barcelone, le journal dit, et Automoto dit, il faut avoir Jacques Villeneuve. J'ai attendu 3 heures. Et il me dit, t'es encore là? Je dis, bah oui, il fait nuit, on a même amené l'éclairage. Parce que voilà, il avait oublié, enfin, oui, il vient tout à l'heure. Ça n'a pas tant changé que ça, hein, 3 heures après, il était voilà. Ah oui. Schumacher. Carré. Jusqu'au bout des ongles. Et puis jamais, et puis une bonne analyse, vraiment sympa sur tout ce qu'il disait autour. Voilà. Des anecdotes, oui, vas-y, excuse-moi. Une dernière question. Vas-y. Jean-Louis Moncey, Oui. vous êtes le fondateur, le président, le directeur d'écurie de la Moncey Racing Team. Oui. Vous avez un budget illimité. Oui. Dans l'histoire de la F1, vous devez choisir 2 pilotes. Lesquels? Dans toute l'histoire ou l'histoire ancienne? Toute l'histoire de la Formule 1. Sachant qu'il faut gérer les égos aussi. Hein. Donc le meilleur line-up. Alors franchement, je pourrais prendre Hamilton et Schumacher. Je pourrais prendre Fangio et Schumacher. Qu'est-ce que je vais rajouter? Senna et Prost. Ah, vous refaites... Donc les 3 fois, vous n'avez pas peur d'une guerre d'ego? Non. Non, mais les guerres d'ego, rappelez-vous ça. On va la voir avec Gasly et Ocon. Oui. Rappelez-vous de ça. C'est le patron. L'émulation, c'est très bon pour l'équipe. Bon, après, ils sont foutus vraiment sur la gueule. Pardon d'être grossier. Non. Entre Senna et Prost. Mais chez McLaren, vous avez revu les résultats qu'il y avait? Oui, bien sûr. Ça a marqué l'histoire. Alonso et Hamilton, ils ont perdu le titre à cause de ça. Hein. Voilà ma réponse. Ok, c'est un choix. De numéro 1. On vous disait les 5 personnalités qui ont fait la légende de la F1, on a un petit peu triché, on en a choisi 10 et tout ça est à retrouver dans la Formule 1, ma famille de Jean-Louis Moncey. On finit juste sur cette petite citation parce qu'elle est belle. Aujourd'hui, je parle à des enfants que je surprends. Comment? Vous avez parlé avec Lewis Hamilton, me disent-ils stupéfaits, et leur grand frère. Comment? Vous avez roulé dans la McLaren biplace et leur grand-père. Comment? Vous avez roulé avec Alain Prost et leurs arrière-grands-pères. Comment? Vous êtes allé à la pêche avec Jacques Lafitte. Je n'ai qu'une phrase à leur répondre. Tout ceci est vrai. C'est vrai. Que des vérités, en tout cas, dans ce bouquin. Merci Jean-Louis d'être venu avec nous. Merci à vous tous pour votre C'était un accueil. bonheur et vous revenez quand vous voulez. Et puis surtout, à continuer de nous régaler. On comprend entre lignes, c'est pas votre dernier bouquin et on en est très heureux. Merci Jean-Louis, merci à vous. Non, c'est vrai. Merci Brice et à très vite, bien évidemment, des bises. N'hésitez pas à commenter cette émission comme vous le faites d'habitude et à mettre un pouce si vous avez apprécié. Merci.